À Ouagadougou, un capitaine de 36 ans avance sans note, fixe la caméra et l'air se tend d'un seul coup. On parle d'avertissement attribué à Benjamin Netanyahou, de détails flous mais d'une intention nette. Faire taire des dirigeants africains par la peur des conséquences. Alors, quand Ibrahim Traoré répond qu'il ne doit rien à Tel Aviv, ni à Washington, ni à Paris, que se brise-t-il exactement? En quelques jours, la vidéo se propage, les soutiens s'affichent et le silence officiel devient la réplique la plus sonore pour ceux qui attendaient une réponse classique. Cette histoire ne promet pas un simple récit de discours politique, mais une lecture claire des enjeux qui se jouent derrière une séquence devenue virale. Il s'agit de comprendre ce que révèle cet épisode sur les rapports de force contemporains, sur la place du Sahel dans l'ordre international et sur les marges de manœuvre réelles dont disposent les Yakoum des États, longtemps perçus comme périphériques. L'enjeu est double: saisir pourquoi ces paroles ont trouvé un tel écho populaire et mesurer ce qu'elles changent concrètement ou non dans les calculs diplomatiques des acteurs concernés. Car entre la puissance symbolique d'un moment et ses effets durables, l'écart peut être considérable. Le cas d'Ibrahim Traoré sert ici de point d'entrée, non comme figure héroïsée, mais comme révélateur d'une dynamique plus large. Une fatigue accumulée face aux injonctions extérieures et une volonté croissante d'affirmation politique. Ce qui importe n'est donc pas seulement ce qui a été dit, mais pourquoi cela a résonné maintenant et ce que cela annonce pour la suite. Dans les 48 heures suivant la conférence de presse, la vidéo dépasse largement le cadre burkinabé et circule par millions de partages, d'abord sur les réseaux sociaux, puis dans les échanges privés. Ce n'est pas un canal officiel qui amplifie le message, mais une diffusion horizontale, rapide, difficile à contenir. Cette dynamique constitue la première clé de lecture. L'impact ne vient pas d'une reconnaissance diplomatique formelle, mais d'une adhésion populaire transnationale. Le contexte éclaire cette réception. Depuis des décennies, de nombreux dirigeants africains ont appris que contester publiquement des puissances extérieures entraînait des coûts élevés: isolement, pression économique ou marginalisation politique. Le silence est devenu une pratique de survie. Or, au Sahel, cette logique s'est progressivement fissurée. Les crises sécuritaires persistantes, malgré une forte présence étrangère, ont nourri une remise en question des arrangements existants. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce moment précis. Son intervention ne surgit pas dans un vide, mais dans une séquence où le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont déjà rompu avec certains partenaires traditionnels. Les mots prononcés à Ouagadougou condensent ainsi des frustrations anciennes: extraction des ressources, dépendance monétaire, décisions stratégiques prises hors du continent. Ce qui change, ce n'est pas seulement le contenu du discours, mais sa forme et son timing. Pas de communiqué filtré, pas de langage diplomatique atténué. Cette frontalité tranche avec les usages et explique pourquoi l'épisode s'est perçu comme une rupture symbolique. Elle alimente aussi la question centrale: ce geste marque-t-il un tournant durable ou seulement un instant de catharsis collective avant un retour aux équilibres connus? Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un chef d'État, mais comme un vecteur narratif facilement identifiable. Son âge, son parcours militaire et son absence de code diplomatique classique contribuent à façonner une image lisible, surtout auprès de publics jeunes. Le fait qu'il s'exprime en tenue militaire, sans prompteur ni note visible, renforce l'impression d'un discours non médiatisé, livré sans filtre. Cette mise en scène involontaire joue un rôle central dans la réception immédiate du message. L'impact se mesure d'abord à petite échelle. Dans les heures qui suivent, la séquence devient un sujet de discussion dans des espaces ordinaires. Groupes familiaux, cercles étudiants, marchés, lieux de culte.
Le discours cesse d'être un événement institutionnel pour devenir un objet de conversation sociale. Cette circulation informelle lui confère une légitimité que ne produisent pas les communiqués officiels, souvent perçus comme distants ou stratégiques. Très vite, les faits débordent le cadre national. Des responsables politiques du Mali et de Guinée relaient publiquement leur soutien, signalant que l'intervention n'est pas interprétée comme un acte isolé. Cette résonance régionale précoce transforme la parole individuelle en symbole collectif, même si aucune structure formelle n'est annoncée à ce stade. Le message commence alors à fonctionner comme un test. Jusqu'où cette solidarité peut-elle aller sans déclencher de réponse coercitive visible? L'impact précoce ne tient donc pas à une décision politique concrète, mais à une redistribution temporaire de l'attention. Pendant quelques jours, l'initiative narrative échappe aux canaux habituels du pouvoir international. La question devient alors simple et décisive. Que se passe-t-il quand personne ne reprend immédiatement le contrôle du récit? Le déclencheur est présenté comme indirect, presque diffus. Des informations circulent selon lesquelles des avertissements auraient été adressés à plusieurs dirigeants africains, les incitant à ne pas prendre position publiquement sur certains dossiers internationaux sensibles. Les modalités restent floues, les canaux imprécis, mais le message perçu est clair. Parler comporte des conséquences. Pendant longtemps, ce type de signal a suffi. Il s'inscrivait dans une routine diplomatique bien rodée, où la pression n'avait pas besoin d'être explicite pour être comprise. C'est dans ce cadre que la conférence de presse à Ouagadougou prend place. Rien, au départ, n'indique qu'elle deviendra un point de bascule. Les journalistes sont présents, les caméras installées, l'attente est palpable mais ordinaire. Puis Ibrahim Traoré avance, s'exprime sans détour et rompt avec la logique implicite de retenue. Il ne nie pas l'existence de pressions, ne cherche pas à les reformuler. Il les retourne frontalement en affirmant une souveraineté non négociable et en élargissant immédiatement la portée de son propos à l'ensemble du continent. Le pic de la séquence intervient moins dans la salle que dans les heures suivantes. Les extraits circulent, sont découpés, sous-titrés, rediffusés. La vitesse de propagation surprend, y compris ceux qui relaient le contenu. Les plateformes ou les plateformes jouent un rôle technique, mais ce sont surtout les usages qui comptent. Les partages ne sont pas motivés par l'actualité stricte, mais par un sentiment de reconnaissance. Le discours est repris comme une formulation publique de pensée longtemps confinée à la sphère privée. Les répliques se manifestent ensuite de manière asymétrique. Du côté israélien, aucune réaction officielle n'est rendue publique dans l'immédiat. Ce silence, loin d'éteindre l'épisode, alimente son interprétation. Il est lu tantôt comme un mépris, tantôt comme une prudence stratégique. Dans le même temps, plusieurs dirigeants sahéliens affichent leur soutien par des messages courts mais symboliquement chargés. Le contraste est frappant. D'un côté, l'absence de réponse institutionnelle, de l'autre, une multiplication de signaux politiques régionaux. Les médias occidentaux traditionnels, eux, adoptent une couverture limitée. Quelques mentions rarement mises en avant, sans analyse prolongée. Cette retenue médiatique agit comme un second amplificateur. Elle renforce l'idée que l'événement échappe aux cadres habituels de hiérarchisation de l'information. L'histoire ne progresse pas par les canaux centraux, mais par des circuits parallèles, déjà familiers à une partie des publics africains. Les répliques les plus durables ne sont pourtant pas immédiates. Elles se forment dans le débat, dans les mises en garde exprimées par certains analystes, dans les inquiétudes sur d'éventuelles sanctions ou isolements futurs. La séquence ne se clôt pas par une décision claire, mais par une suspension. Le geste est posé, les réactions s'accumulent et l'incertitude devient l'état dominant. À ce stade, une question demeure ouverte.
Cette onde peut-elle se transformer en dynamique politique structurée ou restera-t-elle cantonnée à un moment de rupture symbolique? Le premier indicateur mesurable concerne la vitesse de circulation du discours. En moins de 2 jours, la séquence est relayée sur plusieurs plateformes numériques, passant des comptes militants aux espaces de discussion ordinaires. Ce rythme tranche avec celui des prises de position diplomatiques classiques, qui mettent souvent plusieurs jours à atteindre un public élargi. Ici, la diffusion précède toute validation institutionnelle. L'écart entre le temps politique et le temps numérique devient ainsi un facteur explicatif central. Un deuxième élément tient à la géographie de cette propagation. Les partages ne se concentrent pas uniquement au Burkina Faso. Ils apparaissent rapidement au Mali, au Niger, en Guinée, puis au-delà du Sahel. Cette extension régionale suggère que le discours est interprété comme un signal collectif et non comme une déclaration strictement nationale. Le passage d'un cadre local à un cadre régional constitue un changement d'échelle significatif, rarement observé pour des conférences de presse africaines hors sommets internationaux. Un troisième indicateur, plus indirect, réside dans l'absence de contre-discours officiel immédiat. Dans les pratiques diplomatiques usuelles, une déclaration perçue comme provocatrice entraîne souvent une réponse rapide, ne serait-ce que pour en fixer les limites. Ici, le silence devient un fait observable. Cette absence crée un delta perceptible entre l'attente habituelle et la réalité. Elle ouvre un espace interprétatif que les publics remplissent eux-mêmes en projetant intentions et calculs stratégiques. L'analyse comparative renforce cette lecture. Des déclarations similaires émanant de dirigeants européens ou asiatiques font généralement l'objet d'une couverture médiatique dense et prolongée. Dans ce cas précis, la visibilité dans les médias occidentaux reste limitée. Ce contraste quantitatif, même sans chiffres précis, est suffisamment marqué pour être relevé par les observateurs. Il nourrit l'idée d'un traitement différencié de la parole politique selon son origine géographique. Un autre élément mesurable concerne la nature des soutiens exprimés. Les messages publics de dirigeants sahéliens sont courts, peu détaillés, mais explicites dans leur alignement symbolique. Leur brièveté même est un indicateur. Il ne s'agit pas de négocier une position, mais de signaler une solidarité. Ce type de réaction se distingue des communiqués diplomatiques traditionnels, souvent longs et prudents. L'écart de forme reflète un écart d'intention. Enfin, la temporalité globale de l'épisode mérite attention. En l'espace d'une semaine, on observe une montée rapide de la tension, suivie non pas d'un démenti ou d'une résolution, mais d'un plateau. L'événement ne disparaît pas immédiatement, mais cesse de progresser. Ce ralentissement sans clôture claire constitue un indicateur en soi. Il suggère que l'épisode n'a pas encore trouvé son point d'atterrissage politique. Pris ensemble, ces éléments ne prouvent pas un basculement structurel. Ils permettent toutefois de mesurer un déplacement, celui de la capacité à imposer, même temporairement, un agenda narratif alternatif. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce décalage précis entre attentes établies et réponses observées. La question devient alors moins celle de l'ampleur immédiate que celle de la durabilité. Ces écarts peuvent-ils être maintenus lorsque les pressions se feront plus concrètes? Une première lecture critique souligne les risques d'une telle prise de parole. Selon cette perspective, une rhétorique frontale peut exposer un pays déjà fragile à des pressions accrues, qu'elles soient économiques, diplomatiques ou sécuritaires. Dans un environnement international structuré par des rapports de force asymétriques, l'affirmation publique de souveraineté n'efface pas les dépendances matérielles. Elle peut même les rendre plus visibles et donc plus exploitables par des acteurs disposant de leviers puissants.
Un second argument met en doute l'efficacité concrète du geste. Les sceptiques rappellent que les discours symboliques ont jalonné l'histoire politique africaine sans toujours déboucher sur des transformations durables. Des déclarations fortes ont parfois servi d'exutoire, permettant de canaliser une colère populaire sans modifier les structures économiques ou institutionnelles sous-jacentes. Dans cette optique, l'épisode serait avant tout performatif, produisant un effet émotionnel intense mais éphémère. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux car elles s'appuient sur des précédents réels. Pourtant, elles négligent un élément central mis en évidence par la séquence observée. La portée du moment ne réside pas uniquement dans ses conséquences immédiates, mais dans la modification du cadre de discussion. Le fait qu'aucune sanction visible ni réplique officielle n'est suivie à court terme change la perception du risque associé à la parole publique. Même sans résultat matériel immédiat, ce déplacement perceptif constitue déjà un effet politique. Par ailleurs, l'argument de l'inefficacité ignore la dimension cumulative. Un discours isolé a peu d'impact, mais des gestes répétés, soutenus par des alignements régionaux, peuvent progressivement redéfinir ce qui est considéré comme acceptable. Dans ce sens, l'intervention d'Ibrahim Traoré n'est pas évaluée comme un acte autosuffisant, mais comme un signal parmi d'autres dans une trajectoire plus large. La tension entre prudence stratégique et affirmation symbolique reste donc entière. Elle ne se résout pas par un verdict immédiat, mais par l'observation de ce qui suivra. Le point décisif n'est pas de savoir si le discours était risqué ou nécessaire, mais s'il ouvre un espace où d'autres choix deviennent pensables. C'est dans cette zone d'incertitude que se joue l'enjeu réel. Ce qui se dévoile à mi-parcours n'est pas une décision officielle, mais un déplacement plus subtil du centre de gravité. L'absence prolongée de réponse formelle transforme un discours isolé en référence implicite. Elle suggère que certaines méthodes de dissuasion symbolique ne produisent plus automatiquement l'effet attendu. Dans cet espace laissé vacant, les interprétations se multiplient et renforcent la portée du message initial. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un basculement narratif. Il ne s'agit plus seulement de ce qui a été dit à Ouagadougou, mais de ce qui n'a pas été dit ailleurs. Le silence devient un élément actif de la séquence perçu comme une hésitation ou un recalcul. Cette lecture, qu'elle soit exacte ou non, alimente l'idée que les règles tacites de la communication internationale sont en train d'être testées. Ce point médian agit donc comme un révélateur. Il montre que le pouvoir ne s'exerce pas uniquement par la parole ou la sanction, mais aussi par la gestion de l'absence. Lorsque cette absence cesse de produire de la crainte et commence à générer de la curiosité ou de la confiance, l'équilibre symbolique se modifie. La question centrale évolue alors. Si le silence ne suffit plus, quelles réponses deviendront nécessaires ensuite? Les effets de cette séquence ne se déploient pas de manière uniforme. Ils touchent différemment plusieurs groupes, chacun lisant l'épisode à travers ses propres contraintes et intérêts. Pour les gouvernements de la région sahélienne, l'intervention d'Ibrahim Traoré agit d'abord comme un test de solidarité. Le soutien exprimé par certains dirigeants n'engage pas encore de politique coordonnée, mais il trace une ligne symbolique. Il devient plus difficile, après coup, de revenir à une posture de silence total sans donner l'impression d'un recul. Cette contrainte réputationnelle, même informelle, pèse sur les calculs politiques à court terme. Du côté des institutions étatiques non africaines, la conséquence immédiate est une zone d'incertitude. Le silence observé ne signifie pas une approbation, mais il révèle une hésitation sur la réponse optimale. Une réaction trop ferme risquerait de renforcer la narration d'un affrontement inégal. Une absence prolongée peut être interprétée comme une perte d'influence.
Cette tension limite la marge de manœuvre visible et reporte les ajustements vers des canaux plus discrets, moins immédiatement observables par le public. Pour les acteurs économiques, notamment les entreprises opérant dans la région, l'effet est plus pragmatique. L'épisode rappelle que les cadres politiques peuvent évoluer rapidement et que les alliances ne sont plus figées. Sans provoquer de rupture immédiate, cette incertitude incite à la prudence. Diversification des partenariats, temporisation de certains engagements ou réévaluation des risques pays. Ces ajustements restent souvent invisibles, mais ils constituent des signaux faibles d'un environnement perçu comme moins prévisible. Les populations locales, en revanche, lisent la séquence à travers un prisme plus existentiel. Pour une partie d'entre elles, le discours d'Ibrahim Traoré cristallise une aspiration ancienne à la dignité et à la reconnaissance. Il ne modifie pas instantanément les conditions de vie, mais il agit sur les attentes. Ce déplacement est crucial. Lorsque les attentes évoluent plus vite que les résultats matériels, la pression sur les gouvernants augmente. Les paroles deviennent alors un engagement implicite, dont l'absence de traduction concrète pourrait à terme se retourner contre ceux qui les ont prononcées. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode nourrit un débat plus large sur la coordination. L'idée qu'une prise de position isolée peut être amplifiée par un soutien informel encourage certains acteurs à envisager des démarches collectives, même limitées. Il ne s'agit pas encore d'une stratégie commune, mais d'une modification du champ des possibles. Ce glissement est discret mais réel. Ainsi, les conséquences ne résident pas dans une décision unique ou un accord formalisé. Elles se manifestent dans une série d'ajustements progressifs, parfois contradictoires, qui redéfinissent les attentes et les perceptions. Ibrahim Traoré se retrouve au centre de cette reconfiguration symbolique, non comme seul moteur, mais comme catalyseur d'un moment où plusieurs lignes commencent à bouger simultanément. Le premier scénario, dit de continuité, repose sur une normalisation progressive. L'épisode reste inscrit comme un moment marquant, mais sans traduction politique majeure. Les relations diplomatiques se poursuivent par des canaux discrets, les pressions existent mais demeurent contenues et l'attention publique se déplace vers d'autres crises. Dans cette configuration, le discours d'Ouagadougou devient une référence symbolique souvent citée, mais dont l'effet réel s'atténue avec le temps. Ibrahim Traoré conserve une visibilité régionale, sans que cela ne modifie en profondeur les équilibres existants. Un deuxième scénario, plus dynamique, envisage une consolidation régionale limitée. Les soutiens initiaux se traduisent par des coordinations ponctuelles entre États sahéliens sur des sujets précis comme la communication politique ou certaines positions communes dans des forums internationaux. Sans constituer une alliance formelle nouvelle, cette convergence renforce la capacité de négociation collective. Dans ce cas, l'épisode sert de point de départ à une série de gestes mesurés, où chaque acteur teste les marges sans provoquer de rupture frontale. Le discours initial est alors relu comme le premier jalon d'une trajectoire plus affirmée. Le troisième scénario, plus contraint, repose sur une montée des tensions. Des pressions économiques ou diplomatiques deviennent plus visibles non pas en réaction directe au discours, mais dans un enchaînement d'événements ultérieurs. Les marges de manœuvre se resserrent et les gouvernements concernés doivent arbitrer entre cohérence symbolique et coutume matérielle. Dans cette hypothèse, la parole publique prend un poids accru, car tout ajustement est scruté et interprété comme un signe de recul ou de résistance. Le risque principal réside alors dans le décalage entre attentes populaires et capacité réelle d'action. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les dossiers et les temporalités. L'enjeu analytique consiste moins à prédire une issue précise qu'à identifier les conditions qui favorisent
l'une ou l'autre trajectoire. Si un enseignement se dégage, il tient dans une règle simple. Lorsque la parole publique modifie les perceptions, elle crée des contraintes nouvelles pour ceux qui l'ont portée. À moyen terme, la question n'est donc pas de savoir si le discours était audacieux, mais comment ses auteurs géreront les attentes qu'il a suscitées sans perdre la crédibilité acquise au moment où l'attention était maximale. Pour une partie du public africain, cette séquence agit comme un révélateur de positionnement. Elle ne modifie pas immédiatement les contraintes économiques ou sécuritaires, mais elle redéfinit ce qui est perçu comme dissible et légitime dans l'espace public. Le fait qu'un dirigeant puisse s'exprimer sans filtre diplomatique apparent, sans sanction visible à court terme, élargit le champ des attentes citoyennes. Les paroles deviennent un repère, un point de comparaison pour évaluer d'autres prises de position politique. Pour les publics de la diaspora, l'effet est différent mais complémentaire. L'épisode nourrit un sentiment de reconnexion symbolique avec le continent, en proposant une image de leadership qui rompt avec les récits de dépendance ou de passivité. Cette identification n'implique pas une adhésion totale, mais elle renforce l'attention portée aux dynamiques sahéliennes, souvent reléguées au second plan dans les débats internationaux. Le discours devient alors un objet de discussion, parfois de controverse, dans des espaces médiatiques et sociaux plus larges. Pour des observateurs extérieurs, enfin, la séquence invite à un ajustement du regard. Elle rappelle que l'Afrique n'est pas seulement un terrain de réaction à des agendas définis ailleurs, mais aussi un espace d'initiative narrative. Cette prise de conscience ne transforme pas instantanément les politiques, mais elle influence la manière dont certains événements futurs seront interprétés. Les gestes ultérieurs seront comparés à ce moment, renforçant ou affaiblissant sa portée rétrospective. Deux enseignements pratiques peuvent être retenus. D'abord, la circulation de l'information hors des circuits médiatiques traditionnels joue désormais un rôle structurant dans la formation de l'opinion. Ensuite, la parole politique, lorsqu'elle rencontre une attente latente, produit des effets qui dépassent largement son cadre initial. Pour le public, l'enjeu n'est donc pas d'adhérer ou de rejeter, mais de comprendre comment ces moments redessinent les lignes de perception et de responsabilité. À ce stade, la question n'est plus celle du discours, mais de sa traduction en séquences observables. Une première étape consiste à stabiliser la parole. Pour Ibrahim Traoré, cela implique de maintenir une cohérence entre les déclarations publiques et les actes diplomatiques quotidiens, même lorsque l'attention médiatique retombe. La constance devient ici un indicateur clé, car les écarts seraient immédiatement interprétés comme des signes de recul. Une deuxième étape relève de la coordination minimale. Sans annoncer de rupture formelle, des échanges réguliers entre États sahéliens peuvent permettre d'aligner certaines positions, au moins sur le plan narratif. Cette synchronisation légère réduit l'isolement individuel et augmente le coût politique d'éventuelles pressions ciblées. Elle ne nécessite pas de structure lourde, mais une volonté partagée de ne pas contredire publiquement les gestes symboliques posés. La troisième étape concerne la gestion des attentes internes. La parole forte crée une dette politique. Il devient donc nécessaire d'identifier des actions concrètes, même modestes, permettant de montrer une continuité entre le discours et la gouvernance. Ces actions n'ont pas besoin d'être spectaculaires, mais elles doivent être lisibles et mesurables dans le temps. Une quatrième étape touche à la communication externe. Plutôt que de multiplier les déclarations, il s'agit de choisir les moments et les formats afin d'éviter la saturation ou la surenchère. La retenue stratégique peut alors renforcer la crédibilité acquise. Enfin, la cinquième étape est celle de l'évaluation. Observer les réactions, ajuster les positions et accepter que certaines initiatives échouent fait partie du processus.
La durabilité ne dépend pas d'un geste unique, mais de la capacité à apprendre et à corriger sans renier le principe affirmé. C'est à ce niveau que la séquence initiale peut se transformer en trajectoire politique réelle. En revenant à la scène initiale, un détail persiste. Un homme seul face aux caméras, dans une salle sans décor spectaculaire, portant le poids d'attente qui le dépasse. Ce n'est pas la posture qui marque, mais le contraste entre la simplicité du moment et l'ampleur des projections qu'il déclenche. Ibrahim Traoré n'a pas invoqué de programme détaillé ni promis de résultats immédiats. Il a formulé une limite et cette limite a trouvé un écho parce qu'elle répondait à une fatigue largement partagée. Ce rappel compte car les récits politiques ont tendance à transformer des instants en mythes figés. Or, la force de cette séquence tient précisément à son caractère inachevé. Rien n'est résolu. Les contraintes demeurent, les risques aussi. Mais quelque chose s'est déplacé dans l'imaginaire collectif. L'idée que certaines paroles ne sont plus automatiquement interdites. Le fil émotionnel se referme ainsi sur une ambiguïté assumée. L'épisode n'offre pas de conclusion nette, seulement un point de référence. Chaque décision future sera comparée à ce moment, renforçant ou affaiblissant sa portée. En ce sens, la mémoire du geste devient presque aussi importante que ses effets immédiats. La phrase qui reste n'est pas une promesse, mais une balise. Parler change parfois moins le monde que la manière dont il se pense. À ce point du récit, il ne s'agit pas de conclure par une certitude, mais d'ouvrir un espace de réflexion. L'épisode observé montre comment un moment précis peut concentrer des attentes, des peurs et des espoirs qui existaient bien avant lui. Il rappelle aussi que les trajectoires politiques ne se jouent pas uniquement dans les sommets officiels ou les textes juridiques, mais dans la manière dont les sociétés interprètent et réinterprètent les gestes de leurs dirigeants. Suivre ces dynamiques demande du temps, de la distance et une attention aux signaux faibles. Les discours spectaculaires attirent du à de l'œil, mais ce sont souvent les ajustements discrets, les silences prolongés et les choix différés qui façonnent les évolutions durables. Comprendre ces mécanismes suppose de rester attentif sans idéalisation ni rejet automatique aux transformations en cours. La question laissée ouverte n'est donc pas celle d'un homme ou d'un événement isolé, mais celle de la capacité collective à transformer des moments symboliques en orientations cohérentes. Observer, comparer, discuter fait partie de ce processus. Ce sont ces échanges, parfois discrets, parfois contradictoires, qui permettent de donner du sens à ce qui autrement resterait un simple instant médiatique. Dans cette perspective, que retenez-vous de cet épisode? Un signal passager ou le début d'un changement plus profond dans la manière dont certaines voix cherchent à se faire entendre?